Merci Denis, donc pendant qu'il mange son gâteau. On va prendre des questions à ça. On a oublié de dire que Denis nous a apporté le dernier numéro spécial Alternative Économie qui s'appelle sur Génération, donc c'est en partie en plein dans le débat. Hein, et donc il y a en vente ici un prix bradé de 3 € au lieu de 6 €. Voilà. S'il y a des questions, on va s'arrêter. Est-ce qu'il y a des questions? Déjà, bonsoir. Je suis membre de l'association l'Industrie 21. Depuis tout à l'heure, M. Deliclerc me donne des statistiques. Je voudrais juste une pour nous, savoir est-ce que tout le monde a été servi. Je voudrais savoir ceux qui ont apprécié les de la main. Donc, Monsieur le Président, me concernant, me concernant, je crois que la moitié de la soirée est réussie, mais le reste, ça ne dépend pas de moi. Je tiens juste à remercier Ali parce que c'est lui qui a préparé les gâteaux pendant tout le week-end. Donc, d'où la nécessité. Il a formé tous, surtout. Moi, j'ai pas beaucoup de la sûreté. Avec première question, il y a Elisa. J'ai plusieurs choses à dire. J'ai deux remarques à faire. C'est pas de refus. Puis vraiment les plans de gazelle aussi. Moi, je reste derrière. Vous êtes bon? Non. Je sais pas, il faut que je me présente ou non? Bon, je me présente. Alors, Alice Sandoyer, je travaille à Radio VTI, à Dijon. Alors, moi, j'ai plusieurs remarques à faire sur ce que vous avez dit. D'ailleurs, je suis très contente que vous ayez revenu sur le cas de l'Allemagne et de la Suède. Parce qu'effectivement, moi, je constate que la France, quand même, en dehors de tout ça, si on mélange les jeunes, j'essaie d'être un peu clair dans ma tête, hein, si on mélange le chômage des jeunes, je trouve que le système scolaire en France est un des plus lourds qui existe. On est quand même les seuls à avoir des gamins qui font 35 heures par semaine, depuis les 3 ans de maternelle jusqu'au bac. Vous allez dans n'importe quel pays, ils ont généralement leur après-midi libre, ou d'autres activités, ou de la formation professionnelle, ou des choses comme ça. Alors que nous, tout à l'heure vous parliez moi j'ai eu mon bac en 67, donc vous êtes beaucoup plus âgé que moi, mais disons qu'on est à peu près de la même génération. À l'époque, c'était les bacs littéraires qui étaient en exergue, hein. On disait oh là là, ceux qui font du grec, du latin, etc. C'est plus ça, c'est le bac S. À l'époque, il n'y avait pas de bac technique, technologique, etc. Tout ça, vous n'en avez pas trop tenu compte, je trouve, dans votre explication. Donc on se retrouve maintenant avec des gamins qui arrivent en terminale. On va leur demander quoi? On ne va plus leur demander d'avoir un bac, on va leur demander d'avoir déjà un bac avec mention. Parce que ça devient de plus en plus difficile pour arriver à entamer des études supérieures. Autrement, ils vont se retrouver tous en bac, ils vont faire un nombre 2, ils se plantent, point barre. Or, il y a aussi un thème que vous n'avez pas abordé, un sujet, c'est que les employeurs n'aiment pas les trous dans les CV. Et qu'un enfant qui vient d'avoir son baccalauréat, comme à notre époque, nous on pouvait se donner 1 an ou 2 pour aller planter des choux, faire un truc d'horticulture, je dis n'importe quoi. Qui pouvait s'intégrer dans un CV, maintenant c'est plus le cas. Maintenant on les prend en stage, et une fois qu'ils ont terminé leurs études, on les prend en stage non rémunérés. Quand on est en master, ça coûte la peau du cul, vous m'excusez, mais c'est comme ça. Maintenant, ça coûte très très cher pour les gamins. Ils ne peuvent plus se permettre d'étudier sans bosser à côté. Ce que nous, on ne connaissait pas à notre époque. On ne connaissait pas ça, c'était des choses qui étaient beaucoup plus simples. Alors je trouve que, effectivement, pour un jeune en plus qui est issu de l'immigration, j'imagine un peu le bordel. Hein. C'est encore pire. Qui porte un nom compliqué, enfin moi c'est le cas pour les miens, mais toi tu sais, hein, tu es dans le même cas que moi, c'est très 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 dur. Moi j'ai 2 enfants qui font tous les 2 des études supérieures. J'ai une fille qui est en master, qui vit en Italie depuis 6 ans. Elle ne reviendra pas travailler ici parce qu'elle ne trouvera pas. Et elle le sait. Et elle préfère galérer à Rome à trouver des emplois précaires
à essayer de donner des cours et à continuer ses études jusqu'au bout du bout, parce qu'elle a donné comme son 3e master, alors qu'elle a une copine qui travaille à Toulouse, qui essaye de donner des cours à des jeunes étrangers, comme il y a le César ici, on l'embauche, on lui fait faire un stage, on ne la paye pas. Elle bouffe comment? Alors ça, les études ne payent plus aussi. Votre question. Alors ma question, dans tout ça, ça va nous faire un résumé de ce qu'on laisse manger ses gâteaux. Ma question c'est, vous parlez des jeunes qui, issus de l'immigration, 3e, 2e génération. Moi je suis plus tellement d'accord pour parler comme ça. Je suis plus tellement d'accord, parce que c'est les maîtres, en parlant comme ça, c'est déjà les maîtres d'office, à l'écart. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que tout le monde est dans le même... des enfants qui ont leur bac, ou qui font... On les trouve dans tous les cas, à tous les niveaux de la société. Je ne suis pas tellement d'accord avec ceux qui sont issus des milieux populaires, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Peut-être que c'est mon avis. Mais je crois que tout le monde a ses chances. C'est simplement, à partir d'un certain niveau, les chances sont toutes mauvaises pour tout le monde. Je pense, c'est très défaitiste ce que je dis, mais c'est un peu comme ça que je le sens. J'aimerais que vous m'éclairiez un petit peu là-dessus. Avant de répondre, on va essayer d'avoir d'autres questions, comme ça vous répondez aussi. Qui c'est qui veut prendre la parole? Par là. Simplement parler des politiques publiques, on n'a pas parlé des 35 heures, et j'aimerais savoir s'il n'y aurait pas une amélioration de la diminution du taux du chômage si on diminuait encore le temps de travail. Qui c'est qui voulait prendre la parole, monsieur? Oui, Denis, tu as effectivement bien démontré la formation en rapport au travail. Effectivement, la puissance publique doit intervenir, mais d'une manière forte, et elle seule ne pourra le faire, puisque les stages en entreprise, aujourd'hui, à l'inverse du Danemark, sont souvent pris comme des emplois à bon marché, où les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, vont travailler, mais ne sont pas vraiment en période de formation. La formation, on pourrait imaginer une formation tout au long de la vie. Le PS d'ailleurs travaille là-dessus, sur une sécurité sociale professionnelle, où effectivement on pourrait avoir un capital formation et où les moins formés justement auraient un capital évidemment plus grand que ceux qui sont déjà diplômés. Et là, c'est bien sûr, et c'est effectivement la puissance publique qui ne peut intervenir à ce niveau-là, pour qu'effectivement la formation, et l'on voit bien également, avant, les gens rentraient dans une entreprise et souvent ils restaient, pratiquement faisaient toute leur carrière dans la même entreprise. Maintenant, on voit bien à travers la flexibilité et effectivement une sorte de zapping sur les emplois. Et donc il est important de maintenir, de garantir cette sécurité et cette formation qui, elle seule, effectivement, permet de rebondir lorsqu'après on a passé un cap difficile. Moi j'ai une question par rapport à la définition de l'échec scolaire. Qu'est-ce qu'on appelle réellement l'échec scolaire? Parce que en France, on a tendance à dévaloriser les métiers manuels. Et dès que quelqu'un ne se débrouille pas bien en mathématiques, alors à un certain moment on dit, ou bien parce qu'il y a des modèles qui sont basés sur ça, ce qui fait que le modèle exclut un certain nombre de jeunes et qui ne sont pas orientés vers ce qui peut être leur vocation, on va dire. Alors quelles sont les solutions qui peuvent améliorer cet état de fait? Je ne sais pas si la question est claire. Merci. Alors la même règle pour M. Denis, que soyez... Pas trop long. J'ai déjà... Alors,
Oui, bien sûr. Sur la première, c'est pas une question, c'est un ensemble de réflexions sur la difficulté de comparer avant et aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé en l'espace d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années, mais il y a une chose qui n'a pas changé. Et pour moi, qui me frappe, c'est que l'origine sociale continue à jouer un rôle déterminant dans la façon d'aiguiller une génération après l'autre. Pour moi, c'est quelque chose de très important, et c'est pas mettre en avant la volonté de travailler de chacun, que chacun peut, au fond, décider de réussir ou d'échouer dans ses études, ou la famille peut décider d'échouer ou c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça commence très tôt. Je voudrais citer deux choses qui me paraissent extrêmement importantes. Dans les familles où les enfants n'ont pas une chambre pour eux, chaque enfant pour lui, eh bien, il est impossible de faire les devoirs ou d'apprendre les leçons. On ne peut pas faire les devoirs dans la pièce commune où le frère aîné regarde le dernier match de foot, ou joue à une console, enfin à un jeu vidéo, ou la maman qui est en train de repasser en regardant de la télé. C'est pas possible. Et on constate qu'il y a un lien très étroit entre le mal logement, c'est-à-dire l'insuffisance de logement permettant à chaque enfant d'avoir son lieu à lui, son lieu tranquille à lui. Il y a un lien donc entre le mal logement et l'échec scolaire. Le déterminisme social joue dans nos sociétés d'une manière presque aussi importante qu'il y a une trentaine d'années. C'est pas tout à fait vrai, pour une raison très simple, c'est qu'il y a 30 ans, on était dans une société où la base sociale populaire, ouvrière ouvriers et employés, représentait pratiquement les 2/3 de la population. Si on y ajoutait les agriculteurs et leurs familles, on n'était pas très loin de 3/4 de la population d'origine populaire. J'exagère un peu en disant ça. Et puis, ça c'était avant la guerre. À partir du début des années 50, la France a connu une espèce de rattrapage modernisateur absolument fantastique, dont on a retenu la décrue du nombre d'agriculteurs, de paysans. Mais c'était voir le petit bout de la lorgnette, ça. Le vrai truc, c'est qu'on manquait terriblement de professionnels, comme disent les anglo-saxons, de cadres, comme on dit chez nous, mais pas cadres au sens hiérarchique du terme, de gens qui avaient une formation technologique suffisamment forte pour accompagner ce mouvement de modernisation, pour jouer le rôle d'un ingénieur. Alors qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Moi, je me souviens, quand je suis rentré... J'ose pas le dire, parce que c'est vrai que les inégalités entre générations sont absolument anormales. Quand je suis rentré sur le marché du travail, j'étais donc un des rares diplômés de l'enseignement supérieur de cette génération. C'était peut-être 5 ou 6% de ma génération qui était diplômée de l'enseignement supérieur. On nous arrachait, on se les arrachait. J'avais 11, je suis allé faire mon service national en Algérie, pays où je suis né, et... bon, j'ai failli y rester, mais pour d'autres raisons, je suis revenu. Et lorsque je suis revenu, j'avais 11 propositions d'emploi. C'était en 1972. 11 propositions d'emploi. C'est pas que j'étais meilleur que les autres. C'était qu'il y avait une aspiration, un jet d'air, un jet d'oxygène qui faisait que quelqu'un qui commençait en bas de l'échelle, pourvu qu'il soit un petit peu astucieux et qu'il ait un peu de chance, pouvait terminer, pas en haut de l'échelle, mais prendre ses galons internes et devenir cadre maison. Il y en a beaucoup qui sont passés par là. Il y a eu une forme de démocratisation de ce type. Mais ça, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus d'ouverture, de changement sociologique aussi brutal dans les années qui viennent. On va continuer à avoir une progression de la demande de cadres et de professions intermédiaires, c'est-à-dire des gens qui ont un métier entre les mains, mais il n'y aura plus cette explosion d'une demande qui faisait que tous ceux qui avaient un petit peu de chien pouvaient espérer réussir même s'ils n'avaient pas les diplômes. Mais aujourd'hui, il faut les diplômes. Et pour avoir les diplômes, je maintiens que l'origine sociale continue à être déterminante.
Et alors, ma deuxième anecdote, elle est tirée d'un sociologue danois, Stig Andersen, qui est un type tout à fait remarquable à mes yeux, et qui fait état de ce qu'il appelle une expérience naturelle. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, au Danemark, a été mis en place obligatoirement, dans chacune des communes, il n'y a que 900 communes au Danemark, contre 36 000 chez nous. Une commune au Danemark, c'est de l'ordre entre 10 et 150 000 habitants, en gros, plus pour les 3 ou 4 grandes villes. Donc, obligation pour toutes les communes d'avoir un service public d'accueil et de garde d'enfants. Enfants entendu pas simplement au sens de prématernelle, hein, avant 3 ans. C'est enfant au sens âge légal de scolarisation. Si on veut qu'un pré-ado ou même qu'un jeune ado passe son temps dans la rue parce que ses parents ne sont pas là et qu'il n'y a personne pour l'engueuler pour qu'il revienne à la maison faire ses devoirs, eh bien, il reste de la rue chez nous. Là-bas, non. C'est le service public qui prend en charge. Ce service public est fait avec, non pas du personnel formé sur le tas à la va-vite, mais avec du personnel extrêmement bien formé. Résultat, 19 années après, on a vu le changement en matière d'échec de réussite au bac. Pratiquement, l'équivalent du bac, pratiquement tous les Danois ont leur bac. Tous. Il n'y a plus de discrimination sociale. Pourquoi? Parce que dans les familles populaires, quand au Danemark comme dans les pays scandinaves, les femmes travaillent depuis très longtemps à peu près à égalité avec les hommes en termes au moins de quantité, sinon de qualité et de rémunération, les enfants qu'il fallait garder, qui c'est qui s'en occupait? C'était les voisins, c'était les voisines, dans le même immeuble, c'était les parents, bref, toujours à l'intérieur du même groupe social. Et les enfants, au lieu de s'éclater en faisant connaissance d'autres enfants issus d'autres milieux sociaux, y compris à 6 mois, enfin l'accueil se faisait à partir de 9 mois, enfin se fait toujours à partir de 9 mois. Donc même des nourrissons, des bébés tirent profit de sortir du cadre familial pour connaître d'autres aspects, et ça c'est formidablement formateur. Ça, plus dans le centre de politique publique que j'ai expliqué tout à l'heure, voilà, échec scolaire à peu près nul, et tout le monde va jusqu'au bac. Et ça montre qu'on peut lutter contre les déterminants sociaux, mais il faut le vouloir, il faut les identifier comme déterminants sociaux. Si vous dites que c'est les familles qui ne veulent pas, ou qui n'ont pas envie, ou qui n'ont pas les moyens moyens culturels, vous baissez les bras. Il faut que les politiques publiques se substituent aux familles, toutes les fois que les familles n'ont pas les moyens, la possibilité d'être des acteurs de l'essor de leurs enfants. Il faut que leurs enfants deviennent autonomes et que leurs enfants connaissent. Ils sont venus en France, les parents ou les grands-parents sont venus en France pour que leurs enfants aient une vie meilleure. Il faut que leurs enfants aient une vie meilleure. Sinon, l'immigration n'aura servi à rien. Et pour moi, c'est fondamental, ça. L'immigration, c'est un investissement dans les générations à venir. Et cet investissement, il doit être soutenu par des politiques publiques toutes les fois que les familles n'ont pas les moyens de le faire toutes seules, parce qu'elles sont dépassées, parce que culturellement, elles sont, la maman ne sait pas lire, ou que sais-je. Et il ne s'agit pas de se substituer aux parents, il s'agit de les aider à jouer leur rôle parental, et quand ils ne peuvent pas jouer ce rôle, de leur proposer une solution alternative qui convienne à leurs enfants, parce que sans les couper de leurs parents, ça leur permettra de devenir plus facilement de meilleurs élèves, etc. Pour moi, c'est fondamental, ça. Et faire, comme j'ai cru l'entendre, l'idée, faire passer l'idée qu'au fond, tout ça est une affaire d'individualité, me paraît être une erreur d'appréciation. Alors, dites-le vite. Non, j'ai envie de dire, alors comment faire à ce moment-là pour arriver à ce que alors qu'on est dans un pays où c'est la course au diplôme, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Tout est sanctionné par un diplôme, c'est-à-dire que le gamin qui va se présenter à un boulot, il faudra qu'il ait des diplômes. Donc, qu'est-ce qu'il y a à proposer? C'est ça que je veux dire. Alors, pourquoi il y a besoin d'un diplôme? Alors, à mon avis, c'est notre système éducatif qui... Oui, d'accord. C'est ça que j'ai voulu dire. Okay. J'avais vraiment mal compris. Ah ouais, désolé. Mais pourquoi faut-il un diplôme? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on est sur un marché du travail où les employeurs sont rois. Ils sont rois.
Ils ont pour une embauche, ils ont 3 candidats, 5 candidats, 100 candidats. Ils peuvent se permettre de choisir. Et le problème d'un employeur, ça c'est un truc que je raconte depuis toujours, hein, le problème d'un employeur, c'est de ne pas se tromper quand il va choisir. Parce qu'une erreur d'embauche, ça coûte cher pour lui. Et que lui, il compte ses sous. C'est pas par désir social qu'il embauche, c'est pour faire des affaires. Pour que son entreprise se développe, pour faire du chiffre, pour faire... bon, etc. Et donc, il ne faut pas qu'il se trompe. Pour qu'il ne se trompe pas, comment faire quand il a 50 CV devant lui? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il va choisir des indicateurs qui vont lui permettre de rejeter les CV qui, a priori, ne valent pas la peine. Et il va regarder la formation. Peut-être les trous dont vous parliez tout à l'heure dans la formation. Quelqu'un qui a été mauvais à l'école, c'est même pas la peine de continuer, il sera mauvais en entreprise. Ça, je l'ai entendu 10 fois, 50 fois. C'est absurde, c'est faux, mais il n'empêche que c'est comme ça que raisonnent les employeurs. Parce que les employeurs se disent, quelqu'un qui a été bon, et en particulier quelqu'un qui a suivi un cursus de type sélectif, de type BTS par exemple, il sera meilleur parce qu'il a été sélectionné. Je peux donc le sélectionner moi, puisqu'il a déjà été présélectionné. Et c'est ce système-là qui fait que tout le monde a intérêt aujourd'hui à avoir un diplôme. C'est une espèce de course à l'échalote. Alors, il faut savoir arrêter le diplôme, parce que c'est absurde d'investir jusqu'à plus soif. Entre parenthèses, quelqu'un qui additionne 3 masters, moi j'ai eu un fils comme ça, ce n'était pas des masters mais c'était un peu comme ça veut dire qu'il n'a pas envie de devenir adulte, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Mais, on ne peut pas se permettre d'investir ad aeternam dans la formation, mais en revanche, il y a un minimum qu'il faut acquérir, si possible pour tous, parce que nous entrons dans pas un système économique, dans un type d'économie qui va se modifier à grande vitesse. Les gens qui aujourd'hui ne parlent pas anglais et ne sont pas frottés d'informatique, eh bien ce sont les illettrés de demain. C'est clair, ça se dessine. Nous rentrons dans un monde qui est un univers de la connaissance, un univers où la relation ne s'effectue plus par l'apprentissage, elle s'effectue par une interaction, parfois avec une machine qui vous donne des ordres qu'il faut savoir interpréter, un écran de contrôle, etc. Et parfois avec des gens qui vont se servir de symboles de type numérique ou autre pour expliquer quelque chose. Un programme ou autre. Et ce type d'économie, on l'appelle l'économie cognitive. Une économie qui s'appuie, qui s'enracine sur la connaissance. Ce n'est plus l'œuvre, la capacité à faire qui détermine la capacité à travailler. J'ouvre une petite parenthèse. Bon, il se trouve que dans ma vie, j'ai eu un passé politique et qu'au cours de ce passé politique, je me suis beaucoup passionné pour l'affaire LIP. Et chez LIP, donc ancien manufacturier de montres, c'était pratiquement la seule manufacture de montres qui existait en France et qui faisait des montres de A jusqu'à Z. Tout le monde admirait un dénommé Charles Piaget, qui peut-être ce nom vous dit quelque chose, qui a été un des leaders de la lutte des LIP. Pourquoi? Pour une raison très simple, il était ouvrier professionnel, il avait donc un CAP, point, à l'époque c'était comme ça qu'on devenait ouvrier professionnel, et il était capable, à main nue, de faire un trait parfaitement rectiligne. Et les gens bavaient d'admiration, en disant, mais il a de l'or dans les mains, ce type. Il a une précision, c'est un micro-mécanicien. Il a une précision extraordinaire dans les mains. Il est capable de faire zéro faute, enfin zéro irrégularité. Aujourd'hui, on en rigole de ça. Parce que les montres sont conçues entièrement électroniques. Les machines qui fabriquent les trucs, y compris chez Piaget ou autres, où c'est pas l'informatique qui est à l'intérieur, c'est pas de l'électronique, mais c'est des pièces mécaniques. Les pièces mécaniques qui restent, elles sont entièrement automatisées. Il n'y a plus personne qui forge, il n'y a plus personne qui gratte, il n'y a plus personne qui lime dans notre pays, il n'y a plus personne qui dessine. Il y a des gens qui utilisent des logiciels pour dessiner. Et ce type de formation-là, l'économie de la connaissance, va progressivement grignoter tous les métiers. Y compris, par exemple, savoir travailler chez des personnes âgées, rendre des services à domicile, etc. C'est l'ensemble des métiers progressivement. Je parle sans doute en me trompant, mais je dis dans les 30 ou 40 années qui viennent, l'ensemble des métiers seront, à une infime minorité près, seront des métiers qui exigeront une capacité à abstraire. Et la capacité à abstraire, c'est par le diplôme qu'on l'acquiert.
Il n'y a pas d'autre manière de l'acquérir. L'économie de la connaissance, ça passe par l'école. Alors, il faut arrêter la course au diplôme, je suis d'accord avec vous. C'est absurde, c'est du gâchis pour tout le monde, pour les jeunes aussi bien que pour la société. Mais il n'empêche qu'il faut un minimum. Et ce minimum aujourd'hui, en gros, c'est Marie Duru qui dit ça, qui explique ça très très bien. Et elle dit, en gros, le minimum, c'est ce que les Danois ont fait. C'est à 20 ans. Et à 20 ans, on a à peu près tous les instruments. Si on a bien réussi son parcours, on a à peu près tous les instruments pour ensuite pouvoir acquérir les nouveaux outils au fur et à mesure qu'ils se présenteront. Parce qu'ils se présenteront. Voilà, Donc, pour ces deux raisons, moi je crois que l'investissement éducatif est fondamental et que les familles populaires sont mal loties face à cet investissement éducatif. Elles en rêvent pour leurs enfants, mais elles n'en ont pas les moyens. Les études coûtent cher, vous avez entièrement raison de le dire, surtout les études d'aujourd'hui. Et elles n'en ont pas les moyens non plus culturellement parce que ça les dépasse. Et donc là, c'est là où la puissance publique a un rôle à jouer. La puissance publique, pas forcément l'État, ça peut être la commune. Voilà. Bon. Alors, j'ai été un peu long même sur cette question-là. Rémi, ce que tu disais à propos des stages en entreprise qui sont des emplois bon marché, trop souvent des emplois bon marché, oui c'est vrai, mais bon, ça commence à se réduire maintenant. Les stages de plus de 6 mois doivent être entièrement rémunérés exactement en fonction du poste occupé, et les stages de moins de 6 mois doivent être obligatoirement rémunérés à un minimum de 350 € par mois. Bon, c'est un petit pas en avant, mais c'est quand même un pas. Il reste beaucoup à faire. Sur chacun devrait avoir un capital formation, là je suis plus réticent. Je suis plus réticent pour une raison simple. Bon, Jean qui est là aussi, c'est bien, puisqu'il a fait aussi beaucoup de formation continue. Dans ma vie professionnelle, j'ai fait plutôt de la formation continue que de la formation initiale. Et toutes les fois qu'il m'est arrivé d'aller en usine, je préfère parler d'usine parce que c'était la réalité. Je suis allé par exemple chez Unilever, pour faire de la formation, c'était auprès d'ouvriers. Et les ouvriers, ils mordaient très bien à la formation. Sauf que leur métier était tellement éloigné de ce qu'ils avaient découvert en formation que c'était inutile pour eux. On leur avait ouvert j'allais dire, un petit bout de ciel, et puis crac, on fermait le truc, et puis on leur disait « retourne au turbin ». Donc, c'est pas étonnant que la formation continue, moins les gens sont formés, ont une bonne formation initiale, moins ils ont appétit pour la formation continue. Parce que pour eux, c'est retourner à l'école, ça sert à rien. Ils ont eu parfois de l'échec scolaire, ils n'ont pas envie que ça recommence. Donc, c'est d'autres façons, sans doute, de faire de la formation qu'il faudrait trouver, de la formation continue. Je ne sais pas lesquelles, je ne suis pas... Enfin, même si j'ai travaillé dans le temps dans la formation continue, je pense que les gens qui travaillent aujourd'hui dans la formation continue sauraient mieux trouver que ça. Les gens comme Jean Rossigneux ici, enfin, les techniques dites de capitalisation par unité continue, etc., pouvaient être des moyens intéressants pour permettre justement d'acquérir un diplôme ou d'acquérir une validation des acquis de l'expérience. Mais je préfère pas trop m'engager là-dedans. Moi, ce que je crois, c'est que la sécurisation des parcours professionnels, c'est plutôt par l'investissement éducatif initial que ça doit aujourd'hui passer, et par une meilleure indemnisation du chômage entre deux trucs, que par un renforcement de la formation continue. La formation continue, on le voit bien, quand il s'agit de publics de faible qualification, elle a beaucoup de mal à changer la donne. Là encore, je cite l'exemple de l'IP. En 1975, la quasi-totalité du personnel de l'IP a été mis en formation. Ça s'est très bien passé pour les ouvriers professionnels et la maîtrise, on va dire. Ça s'est très mal passé pour les OS, qui étaient principalement des femmes. Depuis 20 ans, elles faisaient toujours des métiers entièrement répétitifs. Elles n'avaient pas envie d'apprendre autre chose. Ce dont elles rêvaient, c'était de retrouver ce métier qu'elles savaient parfaitement faire. On a retrouvé la même chose avec les femmes de Moulinex, licenciées entre 40 et 50 ans pour la quasi-totalité d'entre elles. Elles ne savaient pas faire autre chose que visser des semelles de fer à repasser. Elles avaient fait ça durant 15 ans, ou faire de l'emballage pour expédier chez les acheteurs. Et ce dont elle rêvait, c'était de retrouver ce type de métier. Ce type de métier n'existe plus. Donc, c'est pas à 40 ans qu'on réapprend, qu'on rebondit dans la vie, surtout lorsqu'on a une base de formation faible. Il faut qu'on ait une base de formation minimale à 20 ans, et à ce moment-là, ça permettra de rebondir plus facilement ultérieurement. Et puis enfin,
le mépris du travail manuel, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'échec scolaire. Oui, vous avez raison. Il y a notre société, en particulier la société française, sans doute parce que la bourgeoisie a joué un rôle très important, elle a toujours eu de la méfiance vis-à-vis du travail manuel. Le travail manuel, c'était non seulement un travail moins noble, mais surtout c'était là où les rouges recrutaient, là où il y avait le risque de voir le communisme passer, etc. Tout ça, c'est du passé. Cette chose-là n'existe plus, sauf que le travail manuel, lui aussi, l'a changé. En dehors du bâtiment, qui reste assez largement traditionnel, la plupart des autres métiers de travail manuel ont formidablement changé en l'espace d'une trentaine d'années. On ne fait plus la métallurgie comme autrefois. Les métiers qui étaient liés à la chaîne et qui employaient des dizaines de milliers de salariés en France, c'est terminé. Il n'y a plus que dans l'agroalimentaire qu'on trouve encore de la chaîne. Par exemple, pour équeuter les haricots ou pour trier des fruits. Bon, là, il y a encore du travail de faible qualification et encore, un jour ou l'autre, il sera remplacé par autre chose. Il y a des méthodes aujourd'hui, notamment de tri optique, qui aboutissent au même résultat. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, la plupart des métiers manuels risquent de disparaître. Et donc, ce qui était mépris initialement, je pense que c'était une erreur. Il y a derrière un très très bon livre qui vient de sortir et qui s'intitule « Éloge du carburateur ». C'est quelqu'un qui est philosophe, qui était philosophe, qui était maître de recherche aux États-Unis, c'est un Américain, et il a tout plaqué du jour au lendemain pour se faire réparateur de vieilles motos, en y trouvant son compte bien plus facilement. C'est un artisan, et un artisan presque un artiste. Je pourrais citer des ébénistes, des gens comme ça. Il y a encore tout plein de travaux manuels qui relèvent presque du travail artistique, du travail de créateur, et qui sont admirables. Mais c'est de petits nombres d'emplois, ça. C'est des emplois extrêmement qualifiés où on accède en général via une formation de type compagnon ou autre. C'est pas facile. Donc la plupart des métiers manuels tels qu'on les connaît aujourd'hui risquent de disparaître. Ceux qui vont rester, c'est dans les services. Service à la personne en particulier. Et par exemple, tout ce qui est aide-soignante, tout ce qui est service en salle pour la restauration, pour le café, etc. Ça, ce sont des métiers aussi manuels, mais qui vont demeurer. Et notre problème, c'est de faire en sorte que ces métiers ne soient pas des métiers paupérisants, c'est-à-dire trop mal payés, avec des horaires impossibles, avec des conditions de travail impossibles, etc., etc. Donc nous avons un devoir de revaloriser le travail manuel, non pas parce que ce sera un gisement d'emploi à l'avenir, je ne le crois pas, mais parce qu'il faut que les gens qui exercent ces métiers-là soient traités aussi et considérés aussi dignement que s'ils étaient médecins ou chirurgiens. Voilà. Je vous signale qu'il nous reste un petit quart d'heure qu'on va rester ensemble. Donc c'est pour ça qu'on soit un peu plus. Juste pour terminer sur les métiers d'agroalimentaire, justement il y a des débouchés. Je fais partie d'un centre de formation d'agroalimentaire qui s'appelle l'IFRIA, qui est en partenariat avec le lycée agricole de Plombières. Ils ont beaucoup de mal à trouver des apprentis. Et ça va du bac pro jusqu'à la licence professionnelle, en passant par le DUT. Mais ce n'est pas les emplois dont je parlais à l'instant. Les emplois dont je parlais à l'instant, c'est les emplois saisonniers liés au tri des légumes, des fruits, qui requièrent beaucoup de travail à un certain moment de l'année, pas le reste de l'année, et qui continuent à être des métiers à la chaîne sans aucune qualification. Ah, la question sur les 35 heures, c'est vrai, je ne l'ai pas, pardon, excusez-moi. Oui, alors, c'est un tout autre sujet, mais moi je suis très fier, je dirigeais Alternatives économiques à l'époque. En 1997, nous avons signé à Altereco le premier accord de réduction du temps de travail. C'était les 35 heures dans le cadre de... c'était pas encore la loi Aubry, c'était, comment il s'appelle, l'ancien maire d'Amiens, de Robien.
Donc on a été des pionniers. Donc je ne suis pas du tout défavorable aux 35 heures, au contraire, je les ai toujours défendus. Et si vous lisez les papiers que je fais dans Alternatives économiques, assez souvent je reviens sur le sujet parce qu'on a trouvé, un certain nombre de gens ont trouvé un bouc émissaire parfait pour passer leur nerf. Et ça leur permet d'éviter de regarder la réalité en face en trouvant un dérivatif et en accusant les pauvres 35 heures de tous les maux de la terre. Donc, je ne suis pas du tout hostile. Le problème, c'est que ce qui a été fait ne se refera pas. Ce qui a été fait, c'est 3 ans de négociations à l'intérieur des entreprises, extrêmement difficiles, où il s'agissait de troquer une réduction du temps de travail de 11%, donc l'équivalent d'une hausse du coût salarial de 11%, contre quoi? Contre, une aide de l'État qui représentait dans le meilleur des cas à peu près 4%, il restait 7% à trouver, et donc une plus grande souplesse, une plus grande flexibilité au bénéfice des employeurs. Et les employeurs ont ainsi pu, notamment grâce à l'annualisation du temps de travail, éviter d'avoir à payer des heures supplémentaires. Certains mois on travaille plus, d'autres mois on travaille moins, et au total on s'adapte plus facilement Ça a eu des conséquences extrêmement négatives. D'abord, la suppression des heures sup a engendré des mécontentements parfaitement justifiés, notamment en bas de l'échelle, des gens pour qui les heures sup étaient indispensables, les 4 ou 5 ou 6 heures sup mensuelles qu'ils faisaient jusqu'à présent étaient indispensables pour pouvoir boucler leur fin de mois. Ensuite, ça a été le problème des femmes. Avec l'annualisation du temps de travail, l'employeur avait désormais la possibilité de modifier les horaires quasiment à sa guise dans la plupart des accords, d'une semaine sur l'autre dans la plupart des accords, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, mardi, je ne savais pas, moi qui ai un enfant à faire garder et qui me suis arrangé avec la voisine qui est libre justement de telle heure à telle heure, et ça m'arrange parce que c'est mes horaires actuels, crac, 5 jours avant, j'apprends que mes horaires de la semaine prochaine vont changer, parce que c'est ouverture exceptionnelle du 8 mai et que j'aurai pas mon samedi comme j'avais l'habitude de l'avoir. Enfin, que sais-je, je dis n'importe quoi. Bon, eh bien, c'est ce genre de choses qui a monté les classes populaires contre les 35 heures. Alors que les classes populaires ont été les premières bénéficiaires, parce qu'il a fallu ensuite augmenter le SMIC de 11,4%, pour que les 152 heures mensuelles au SMIC, c'est-à-dire 35 heures multipliées par 4 semaines, 33, équivalent les 165 heures d'avant, qui était l'ancien horaire à 39 heures. Et bien, ce passage de 165 à 152 a exigé une revalorisation du SMIC, et ce sont principalement les gens du bas de l'échelle qui en ont bénéficié, mais ce qu'ils ont vu, c'est que du jour au lendemain, leurs heures sup ont disparu, et puis les femmes ont vu que du jour au lendemain, elles avaient des problèmes majeurs pour faire face à leurs obligations familiales. On peut toujours dire que les hommes se débrouillent, sauf que les hommes étaient souvent dans des conditions similaires. Donc c'est très compliqué de renégocier aujourd'hui une nouvelle baisse du temps de travail. Et on sait comment ça se passerait. Le patronat accepterait une baisse du temps de travail dans certaines qualifications uniquement à condition que le salaire diminue d'autant. Or, c'est pas acceptable, personne ne le voudra. Si vous dites on baisse le temps de travail de 35 à 30 heures, mais ce sera 5 heures qui seront plus payées du tout, ça veut dire que les gens vont perdre 1/7 de leur salaire. Qui peut vivre aujourd'hui en perdant 1/7? Regardez les Grecs. Ils ont légitimement le droit, peut-être même le devoir, de se rebeller contre ces politiques d'austérité. Les 30 heures aujourd'hui en France seraient perçues comme un régime d'austérité salariale. Et il n'y aurait pas moyen, malheureusement, de faire beaucoup autre chose. Parce que les employeurs, en gros, ils estiment avoir déjà beaucoup donné. En gros, ils ont donné à peu près 4%. Le partage du coût des 35 heures s'est effectué en 3 paquets. 4% à la charge de l'État, sous forme d'aide spécifique et de réduction de cotisations sociales, 4% sur les profits des entreprises, et puis 4% au détriment des travailleurs. Ouais. C'est comme ça que ça s'est fait. Or, on l'a fait une fois, on ne le refera pas une deuxième fois. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pour que je Denis, je partage ton insistance sur les discriminations sociales envers les jeunes. Je crois que c'est effectivement fondamental, mais ça n'est pas les seules catégories de population qui subissent ces discriminations. Les travailleurs âgés
encore plus. Les taux de chômage des travailleurs âgés sont bien plus forts que ceux des jeunes, les travailleurs handicapés, les femmes. Donc, je crois qu'il faut replacer cette problématique dans son ensemble, parce que sinon on va ressortir à l'idée qu'en France, finalement, le marché du travail, ça marche, bon, enfin, ça marche, guillemets, pour l'ensemble de la population, sauf pour les jeunes. Je ne crois pas que ce soit ça. Il y a des discriminations fondamentales qui sont des discriminations économiques, c'est-à-dire que toute personne qui n'est pas profitable pour un patron a peu de chances de se trouver en situation de travail durable. Il y a d'autres discriminations que je qualifierais d'un peu secondaires qui viennent se greffer. Elles sont d'origine ethnique, elles sont d'origine sexuelle, elles sont d'origine de genre, elles sont d'origine diverses. Alors pour ce qui est des solutions que tu avances, bon, je crois que dans un système comme le nôtre, elles sont plus ou moins efficaces. La carotte et le bâton. En France, il y a eu beaucoup de carottes. On a eu des centaines de milliers de jeunes qu'on a mis en SIVP, en TUC, en contrat emploi solidarité, en emploi jeune, qui était un peu mieux que les autres. Par contre, effectivement, sur la question du bâton, il n'y a pas eu beaucoup de bâtons donnés aux employeurs qui profitaient des finances publiques pour, on va dire, qui profitaient de ces politiques publiques, qui ont été mises en place aussi bien d'ailleurs par la gauche que par la droite, je le souligne, ça n'a pas été des politiques uniquement mises en place par la droite. Donc, il y a eu du bâton par rapport aux travailleurs immigrés. Il y a une loi qui dit si vous n'embauchez pas 6% des salariés dans les entreprises de plus de 20, vous aurez des amendes. Les employeurs handicapés, les employeurs payent. Ils embauchent peu. Et même la fonction publique ne fait pas ça. Donc, en plus, je crois que pour les solutions, les exemples que tu as donnés, je crois que c'est un peu les pays d'exception. Alors, c'est vrai que l'Allemagne, 10% de chômage général, 10% de chômage des jeunes, ils ont développé effectivement tout un système d'apprentissage qui a favorisé les choses, mais c'est quand même un chômage extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Quant à l'Espagne, qui nous a dit 40%, l'Italie, je ne sais pas combien, mais c'est plus, à la limite, des exceptions que tu nous donnes, en plus dans des pays qui sont, je dirais, à part l'Allemagne, qui ne sont pas, je dirais, très très importants, je veux dire, du coup, sur le plan démographique. Alors moi, je crois que, effectivement, les solutions passent, peut-être pas par le bâton, mais elles passent dans un monde de crise que l'on connaît, dans un monde où quand même le pouvoir, je dirais, de la finance est capable de provoquer une crise pour mettre des millions de gens sur le marché du travail. Je crains que, je dirais, la formation initiale, plus la carotte et le bâton, je dirais, à la marge, ne suffisent pas à régler le problème des jeunes. Parce que je crois que le problème des jeunes ne peut pas être réglé indépendamment. Il peut être amélioré, mais il ne peut pas être réglé indépendamment du problème général de l'emploi. Et pour régler le problème général de l'emploi, je crois qu'il faudra quand même être sacrément costaud et il faudra des politiques autrement radicales que celles qui ont été menées jusqu'à présent dans ce pays. Merci. Encore une question? Je vais quand même... Je voudrais bien répondre tout de suite à ta question, qui n'est pas une question, qui est un discours. Alors déjà, tu as entièrement raison de dire qu'il n'y a pas que les jeunes, c'est la partie peut-être la plus visible de l'iceberg, mais il y a beaucoup de gens qui sont concernés par le chômage et dans des catégories beaucoup plus nombreuses que celles que j'ai mentionnées. Simplement, le thème de ce soir, c'était le chômage des jeunes, je n'avais pas parlé du chômage des seniors. Mais j'aimerais quand même faire deux remarques qui ont leur importance. La première remarque, c'est que nous sommes en train de vivre une révolution et personne ne s'en est aperçu. Cette révolution, c'est que pour la première fois depuis qu'on tient des statistiques de chômage en France, le chômage des femmes est tombé en dessous de celui des hommes. En dessous. Parce que les femmes sont plus diplômées que les hommes, parce qu'elles sont plus nombreuses à poursuivre leurs études, parce que leur échec scolaire est moindre, et que, du coup, elles tirent globalement, en tant que genre,
partie d'une situation qui est meilleure pour elles que pour eux. Il y a une forme de machisme qui consiste chez les hommes à se dire on va, la force physique, on va s'en sortir. Ben non, ils s'en sortent moins bien que les femmes. J'espère que ça va susciter peut-être des réactions. Bon. Mais enfin, voilà. Je pourrais dire à peu près la même chose pour les travailleurs âgés. Les travailleurs âgés, contrairement à ce que tu as dit, leur taux de chômage est très faible. Il est de l'ordre de 4% ou de 5%, je n'ai pas les chiffres exacts sous les yeux, mais il est très faible. J'entends par travailleurs âgés les travailleurs de plus de 50 ans. Alors, non. C'est parce que il y a des politiques publiques qui ont été mises en place. D'abord, il y a un certain nombre d'entreprises, ça représente quand même pratiquement un quart des entreprises ou un quart pas tout à fait un quart des salariés qui pratiquent la retraite avant 60 ans. On est en négociation actuellement avec les infirmières, c'est le cas de la SNCF, c'est le cas de la quasi-totalité des entreprises publiques, c'est le cas d'un certain nombre. Ensuite, il y a des entreprises publiques, des entreprises privées qui ont financé des pré-retraites, alors parfois avec l'accord explicite ou implicite des salariés concernés, parfois contre leur accord, mais c'est beaucoup plus rare. Les salariés concernés étaient très contents de partir en retraite 2 ans avant, avec des garanties de salaire qu'ils allaient pouvoir percevoir leur ancien salaire jusqu'à l'âge de la retraite, etc. Si bien que l'âge effectif de cessation d'activité du travail en France est de 58 ans. Alors, il y a une partie de ceux qui sont mis au chômage. Ces gens qui sont mis au chômage bénéficient d'aides publiques ou de politiques publiques particulières, en particulier la dispense de recherche d'emploi, qui va disparaître. Mais jusqu'à présent, elle était en œuvre. Et donc, les gens qui avaient moins de 5 ans séparés, moins de 3 ans, pardon, séparés de l'âge de la retraite, bénéficiaient de leur indemnisation d'assurance chômage d'une manière absolue jusqu'à la retraite, même s'ils ne faisaient aucune recherche d'emploi. Ils étaient dispensés de recherche d'emploi. Et c'est comme ça qu'on a géré le problème des seniors en France. Très franchement, ça a été un deal que aussi bien la majorité des salariés que la majorité des employeurs ont accepté. Sinon, ça ne serait jamais passé comme ça. Parce que c'est quand même l'assurance chômage qui a payé des gens qui ont été ensuite éliminés d'effectifs. Ça permettait de rajeunir les effectifs au bénéfice des employeurs. Les employeurs se frottaient les mains, ils embauchaient des jeunes qui leur coûtaient en gros 2 fois moins cher que les mêmes qualifications de seniors et qui avaient des capacités de réactivité plus grandes. Et puis les seniors, ils étaient payés par l'assurance chômage. C'est extraordinaire. Donc tout plein d'employeurs se sont précipités dans la brèche, mais tout plein de salariés acceptaient le truc, parce que pour eux, pouvoir partir à la pêche à la ligne à 57 ans et demi au lieu d'attendre 60 ans, c'était un avantage extraordinaire. Avec leur droit à retraite, ils avaient en gros 80% de leur salaire net, même 85% de leur salaire net, leur droit à l'assurance chômage, pardon, ils avaient à peu près 85% de leur droit, de leur salaire net antérieur, donc ils s'y perdaient un petit peu, mais en gros, c'était simplement anticiper la retraite de 3 ans. Donc en termes de chômage proprement dit, c'est-à-dire des gens qui sont à la recherche d'un emploi, il y en a assez peu chez les seniors. Mais c'est dramatique, parce que c'est au détriment d'une classe d'âge, et en supprimant la dispense de recherche d'emploi, elle va être supprimée dans les 3 ans qui viennent, par petites étapes, eh bien, on va voir apparaître un appauvrissement considérable des seniors. Il va y avoir des travailleurs seniors qui, aujourd'hui, sont en dispense de recherche d'emploi, donc indemnisés par la CEDIC, et qui devront devoir, du jour au lendemain, faire des démarches pour trouver du boulot, sinon on leur sucre leurs indemnités d'assurance chômage. Et ça va être dramatique pour eux. Ils ne savent pas. Bon, donc, je mets des nuances. Mais la plus grosse nuance, c'est... ça fait 20 ans que je fais preuve d'optimisme, et puis ça fait 20 ans que je suis régulièrement démenti par les faits. Donc, vous êtes tu es parfaitement libre de ne pas me croire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des tas de gens qui vont partir en retraite. Dans les 10 ans qui viennent, chaque année, vous prenez une génération, une année de Français, de naissance française, il y a, mettons, 60 ans, ou 58 ans.
Faites le calcul, c'était mettons en 1952. En 1952, je ne sais pas exactement combien il est né de petits Français ou de petites Françaises auxquels s'ajoute un certain nombre d'enfants, de gens qui ont pris de la nationalité française, mais qui étaient nés la même année, et de gens qui sont immigrés sans avoir pris la nationalité française. Donc au total, ça nous fait des classes d'âge de l'ordre de 850 000 personnes en âge de prendre leur retraite. Sur ces 850 000 personnes, pratiquement toutes sont en emploi. En emploi ou avaient un emploi relativement tôt. Elles vont toutes donc bénéficier de pensions de retraite. Et les générations qui arrivent sur le marché du travail, qui elles ont une vingtaine d'années, donc qui sont nées aux alentours de 1990, c'est des générations qui font à peu près 750 000 personnes. 750, 780 000 personnes, mais sur les 780 000, compte tenu qu'il y a des handicapés, qu'il y en a qui sont morts avant 20 ans, au total, il y en a à peu près 720 000, 730 000 qui vont se porter sur le marché du travail. Donc, on a des sorties plus nombreuses que les arrivées sur le marché du travail. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, sauf que là, on est dans une période actuelle de crise. Mais personne ne s'est rendu compte qu'entre 2005 et 2008, le taux de chômage il a baissé de 2,5 points en France. Merci le baby-boom qui part en retraite. Et l'amélioration de la situation des jeunes, tout à l'heure je disais, avant la crise, du fait de la crise c'est remonté à 22%, avant la crise c'était à 19%. Ces 3 points de plus, c'est entièrement l'effet de la crise, mais on était à un point plutôt bas, on était sur une tendance baissière. Alors évidemment, il y avait toujours des gens pour dire « Oh ouais, mais tout ça, c'est des trucs, on truque les chiffres. Hein, » Ça, c'est la grande explication d'une partie de gens, bon, que je ne citerai pas, mais qui n'arrivent pas à admettre qu'il puisse y avoir une baisse du chômage réelle. Il y a aussi des emplois précaires, quand même. Oui, mais des emplois précaires, ils ne sont pas plus nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 7 ou 8 ans. Il y a plutôt moins d'emplois aidés, il n'y a pas plus de CDD, et il y a plutôt moins de temps partiel. Non, mais les conditions de l'exercice de l'emploi précaire et des stratégies qu'ont mis en place les entreprises sur les emplois précaires, ça a sacrément bougé depuis une dizaine d'années. Non, pas depuis une dizaine d'années. Ouais, mais enfin, ouais, je peux te renvoyer aux études du cercle auxquelles j'ai largement contribué. Ça s'est passé, les vrais changements, ils ont eu lieu dans la décennie 80. C'est là qu'on a vu exploser l'emploi précaire, qu'on a vu exploser le chômage et qu'on a vu toutes les stratégies de management qui consistaient à mettre les travailleurs seniors à la porte avec tous les moyens possibles et imaginables, à se montrer de plus en plus exigeants pour l'embauche de jeunes, bon, etc. Ça, c'est des années 80. Ça a été des années horribles, horribles. Ça a culminé en 93. En 93, ça a été le sommet absolu. Et ensuite, entre 93 et 97, il y a eu, à partir de 97, une très nette amélioration de l'emploi, liée en partie aux 35 heures, mais pas uniquement aux 35 heures, et une réduction du nombre de temps partiels. Nous avons réduit à ce moment-là les temps partiels. Une des politiques publiques mises en œuvre par Martine Aubry, aujourd'hui vilipendée par une partie de l'opinion publique et du patronat, a consisté à comptabiliser, à dire, bon, ouais, vous baissez la durée légale du travail de 5 heures, si vous augmentez les salariés qui sont aujourd'hui à temps partiel, mettons à 20 heures, vous les faites passer à 30 heures, et bien ça équivaut à 2 embauches. Et on a réduit dans des proportions considérables le temps partiel. Il a recommencé ensuite à augmenter. Les CDD ont recommencé ensuite à augmenter, en gros à partir de 2002, mais pas dans des proportions telles que ça retrouve les sommets de 1993. Très franchement, le marché du travail, il était pourri à ce moment-là. Il n'y avait pas d'avenir. C'était l'année où Mitterrand disait « contre le chômage, on a tout essayé ». Eh bien, cette année-là, on a culminé pratiquement à 13% de taux de chômage, et en 2000 de taux de chômage, contrairement aux emplois aidés classiques. Et enfin, et peut-être surtout, on a réussi à faire en sorte que les jeunes ne soient plus les victimes prioritaires du chômage. Aujourd'hui, depuis 2003-2004, la politique, je te l'accorde, la politique libérale mise en place a de nouveau regonflé les emplois précaires, mais c'est surtout la crise de 2008. La crise de 2008, c'est quand même 800 000 chômeurs de plus. Oui, mais c'est une des constantes, je dirais, du système capitaliste que de provoquer des crises de manière assez régulière. Oui, non, il ne faut pas être naïf quand même.
Non, mais distinguons bien ce qui est de l'ordre d'un événement, un événement important qu'on peut lier d'une manière absolue au capitalisme en disant le capitalisme est porteur de ce genre d'événement, sauf que ça se produit une fois tous les 60 ans. Ouais, mais la précédente fois, c'était en 1929. Donc, on ne peut pas considérer que c'est quelque chose qui va être tout le temps. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on sorte, évidemment, sauf que j'ai pas vraiment, enfin si, j'ai quelques idées sur les politiques publiques qui permettraient sans doute de sortir de manière plus rapide et en tout cas plus cohérente de la crise. Bon, comme tout le monde, j'ai mes idées, je ne sais pas si elles sont bonnes, peu importe, mais on n'est pas là pour discuter de ça. En revanche, ce que je dis, c'est que la tendance qui consiste à ce que les sorties du marché du travail soient désormais plus importantes que les entrées du marché du travail, cette tendance-là, c'est une tendance structurelle. Ce n'est pas un événement. Ça ne se voit pas. C'est de l'ordre de 60 à 70 000 personnes chaque année qui peuvent trouver une place sur le marché du travail qui dégonfle d'autant le taux de chômage. Mais il va falloir 10 ans pour que ça efface les effets de la crise. C'est en ça que la crise est dramatique. Mais ne confondons pas tout. Nous étions dans des politiques publiques qui étaient relativement efficaces. Trop libérales à mes yeux, donc effectivement un peu trop marquées par la remontée du travail précaire, mais relativement efficaces du point de vue de la lutte contre le chômage. Et les jeunes, en particulier, ont plutôt été gâtés par la décennie 2000, jusqu'à 2008. Donc, si vous permettez... Non, tu ne me crois pas, les jeunes qui sont arrivés sur le marché du travail en 90 ont été les victimes. Je ne crois pas parce que, je dirais, il y a eu Bon, le phénomène de la mondialisation. Je pense qu'il faut arrêter de s'engager dans des discussions bilatérales. Il y a d'autres questions, parce que c'est très intéressant et on a du mal à arrêter une discussion pour une fois qu'on ne parle pas du niqab et qu'on entend des choses hyper intéressantes qui nous éclairent sur ce qu'on vit tous les jours et sur notre avenir. Donc on prend encore une ou deux petites questions pour dans la salle. Le jeune homme, depuis tout à l'heure, il lève le doigt. Allez-y. Bon, j'ai quasiment oublié la question. Mais... Courage jeunesse, courage là. Alors tout d'abord, merci pour les articles que vous écrivez parce qu'ils sont très utiles pour l'enseignement des sciences éco. Et c'est vrai qu'on s'en sert bien. Alors j'ai deux petites questions, mais moi je vais aller très vite. Premièrement, vous parlez de la Suède et du Danemark avec un taux de chômage moindre par rapport aux autres pays, quoi. Il faut rappeler quand même que c'est deux pays avec des systèmes éducatifs assez performants quand même, avec des gosses qui sont encadrés. Je vous rappelle que dans une classe en Suède, vous avez des psychologues, vous avez des assistantes sociales, c'est important quand même. Donc, il faut expliquer à une époque où on a des enfants de plus en plus déstructurés, sans repère, à nommer pour reprendre Durkheim, quoi, qui fait que ça peut aider aussi à mieux s'insérer dans la société. Ensuite, j'aurais une deuxième question, c'est par rapport à un article que vous avez écrit en 2004, je crois, je vous en ai lu beaucoup, où vous réfugiez justement Louis Chauvel par rapport au parallèle qu'il y avait entre génération dorée, génération sacrifiée, et vous disiez, si je me rappelle bien, comme quoi c'était un phénomène conjoncturel. Mais là, vous n'avez pas l'impression que la conjoncture a duré quand même assez longtemps, quoi, et que justement ces jeunes qui n'arrivaient plus à s'insérer, qui n'arrivent pas à s'insérer dans le marché du travail, eh bien, ça résultait essentiellement de ce sacrifice, quoi. Et on peut comprendre que justement il y a une certaine défiance maintenant des employeurs vis-à-vis de ces jeunes qui ne sont plus du tout structurés, je prends pas tout le temps le même terme, quoi. Et donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport justement à ce que vous avez dit en 2004 et puis aujourd'hui, bon, il y a la crise entre-temps, mais est-ce que c'est pas plutôt structurel, voilà, une véritable défiance vis-à-vis des jeunes maintenant comme des vieux, on peut le dire, quoi, enfin, des plus vieux, pardon, des seniors, tant pour moi. Et donc c'est vraiment maintenant, on peut dire, un problème structurel, finalement, c'est cette insertion, ce chômage des jeunes, quoi, finalement, à cause d'une défiance généralisée, les médias ayant aidé, tout ça, je pense aussi, quoi. S'il y a une dernière question, voilà. Malheureusement, il y
y a deux. Bon, alors, on conclut par les deux. On commence par les dames. Si c'est une femme, je lui laisse la question. Voilà. Donc après, on donne la parole à Saïd quand même, pour l'explication. Allez, on prend les deux et on conclut. Merci, Saïd. Donc, c'est une question un peu provocante. Je peux? Non, c'est en fait, est-ce que vous avez des statistiques sur les étudiants qui sont sortis en 1995 sur le marché du travail avec 2 masters? Et est-ce qu'ils ont eu un emploi en fonction de leur qualification? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aussi au gâchis cognitif, et plutôt que de pousser certains étudiants à faire absolument des bacs plus 5, 2 bacs plus 5, 3 bacs plus 5, à un moment donné, il faut leur dire stop aussi. Et il ne faut pas essayer de cultiver cette image de les diplômes rendent heureux, un bon statut social rend heureux. Des jardiniers qui ont un bac pro, le matin, quand ils vont jardiner, ils sont heureux, d'accord, parce qu'ils vivent avec la nature, ils sont là où ils ont envie d'être, ils sont heureux. Et donc, par contre, il y a des cadres professionnels en banque qui sont très très malheureux, et tous les matins ils vont à leur travail, et pourtant ils ont un bon salaire, hein, ils ont du travail, d'accord. Donc il faut faire attention, et pourtant je suis enseignante. Hein. Donc je devrais dire, bien sûr, faites des études, mais surtout soyez heureux et ayez du bien-être au travail. Alors, il y a un autre jeune qui voulait dire quelque chose depuis tout à l'heure. Je suis vieux. Merci. Juste dans le document que vous avez donné, concernant les syndicats, c'est vrai que les syndicats s'occupent pas beaucoup des chômeurs. Il n'y a que la CGT qui est une section chômeurs. Et sinon, il y a aussi des associations qu'il ne faut pas oublier, qui défendent les chômeurs, qui sont désertés. Sinon, juste une deuxième chose, sur les conseils d'innovation, vous n'en avez pas beaucoup parlé, parce que moi je m'en veux un petit peu d'avoir fait rêver les jeunes, de tout le temps choisir leur voie, ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils veulent faire, à tous, et puis de ne pas se procurer, de leur faire penser au marché du travail, quoi, à la cohérence de leurs études. Voilà. Alors, c'est bon, Ali, tu veux. Saïd, il va finir la dernière question de la salle. Bien que je ne sois pas jeune, j'ai une question. Un petit rappel historique et puis une question. Rappel historique par rapport à la discrimination. Comme tout le monde le sait, la discrimination a toujours existé en France, elle existe toujours. Elle existait, mais on n'en parlait pas. Ça, c'est une chose qu'il faut se dire. On ne parlait pas jusqu'aux directives européennes qui sont tombées en 2001, je crois, qui a obligé les pays européens de mettre en place une politique publique de lutte contre la discrimination. Et c'est là que la France a créé ce qu'on appelait, qui n'existe plus maintenant, le Fonds d'action de soutien à l'intégration et la lutte contre les discriminations. Dans le cas de la RGPP, la Révision générale des politiques publiques, ça a disparu, ça a entré dans une autre structure. Voilà. Depuis cette année-là, c'est vrai que la discrimination n'est plus un tabou. On commence à en parler tout doucement. Les entreprises commencent à être montrées des doigts parce que c'est les entreprises qui discriminent. En même temps que cela, BBR a lancé l'idée de la charte de la diversité. Enfin, ma question, c'est par rapport à cela. Pour détourner la discrimination, on a proposé aux entreprises, et beaucoup d'entreprises nationales l'ont signé, une charte de la diversité, c'est-à-dire d'embaucher une diversité des salariés dans toutes origines pour avoir une richesse dans leur entreprise et pour avoir plus de gains, il faut le dire, par la diversité des salariés. Est-ce que vous pensez que cette charte de diversité qui a été signée par plusieurs entreprises, je pense que vous savez ce que c'est, vous savez, est-ce que c'est une solution de lutter contre la discrimination, plutôt de détourner la discrimination et l'accès à l'emploi? Je vais commencer tout de suite par cette dernière question. Cette charte, c'est un engagement qui est à la fois marketing et éthique. Et qu'est-ce qui est de l'ordre du marketing, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'éthique, ça a bien malin qui peut le savoir. Donc, ça ne fait pas de mal que ça existe. Je ne suis pas sûr que ça change radicalement les choses. Moi, ce qui me frappe, alors ça c'est un livre que
je pourrais vous recommander un livre de Jacques Chavannes qui s'appelle « La cité au travail », qui a suivi dans une enquête sociologique approfondie à peu près 300 jeunes de banlieue d'origine maghrébine, et il dit, on met toujours l'accent sur la dizaine de jeunes qui vivent la galère et puis qui foutent la merde en gros, on oublie tous les autres qui arrivent plutôt bien ou plutôt mal parfois à s'insérer, et on oublie les 15 à 20 jeunes qui réussissent brillamment. Et donc, spontanément, on s'aperçoit que l'immigration engendre des réussites sociales en son sein, exactement comme toute minorité. Il y a une diversité très grande, mais il y a des déterminants sociaux qui font que les difficultés à franchir les barrières sont bien plus difficiles pour les jeunes issus de l'immigration que pour les autres jeunes, mais malgré ça, il y en a qui réussissent brillamment. Je crains malheureusement que les entreprises qui ont signé la charte pour la diversité, la charte de la diversité, se contentent de ceux qui ont réussi brillamment. Hein. C'est une vitrine pour eux, pour dire, vous voyez, je suis beau, blanc et généreux, et je fais la place à toutes les diversités, sauf que si elles n'avaient pas signé la charte, ces jeunes étaient tellement brillants qu'ils les auraient pris de toute façon. Hein. Donc ce qui tient aux qualités aux qualités personnelles des jeunes, se trouve en quelque sorte mis en avant au titre d'une politique volontariste, d'égalitarisme, etc. Je suis un peu méfiant, pour dire les choses. Bon, mais ceci dit, je ne connais pas de l'intérieur la façon dont ça se passe. Bébéard est un type pour qui je n'ai strictement aucune sympathie, pour d'autres raisons, notamment ce fut longtemps le patron le mieux payé de France. Pour moi, quelqu'un qui se flatte d'avoir le plus gros salaire de tous les patrons durant 20 ans ne me paraît pas être tout à fait digne d'estime. Je suis d'accord avec votre analyse. Je suis d'accord avec votre analyse. Alors, maintenant, la question, je vais remonter les questions au fur et à mesure, très franchement, alors l'orientation, j'y connais rien. C'est un métier absolument décisif, il y a beaucoup de travaux qui s'effectuent autour de l'orientation des jeunes aujourd'hui. Je pense en particulier à Marshall, je ne me rappelle plus de son prénom, Colette, je crois, Marshall, qui fait des travaux remarquables, paraît-il. Très franchement, je suis dans l'incapacité de porter quelque jugement que ce soit sur le métier, et la façon dont il est exercé, et les résultats d'un certain nombre de pratiques professionnelles qui pourraient être intéressantes ou au contraire critiquables. C'est un vide pour moi, je vais m'efforcer de le combler, mais je ne peux pas répondre. Sur le fait que les syndicats se contrefichent un peu des chômeurs, ce n'est pas tout à fait vrai. Même l'exception que vous avez mentionnée, la PIS-CGT, en réalité, la PIS est uniquement implantée à Marseille. Ailleurs, c'est implanté nulle part. Il y a quelques essais, des tentatives, mais qui n'ont pas vraiment duré, si bien que même la section CGT des chômeurs, donc l'API, comme elle s'appelle, l'association des précaires et je ne sais plus quoi, a du mal à être reconnue à l'intérieur de l'appareil de la CGT. Pourquoi cela? Tout simplement parce que les chômeurs, ça coûte, et que les ressources des syndicats sont extrêmement faibles. Un exemple, les syndicats co-gèrent avec le patronat l'assurance chômage. L'assurance chômage en France est scandaleusement inégalitaire. Elle est très élevée pour ceux qui ont quasiment aucune chance, ou probabilité plus exactement, d'être au chômage. Le taux d'indemnisation peut monter jusqu'à 6 700 € par mois avec l'assurance chômage française, et ce qui en fait de très loin le système d'assurance chômage le plus généreux, sauf que c'est pour des cadres très supérieurs, et ces cadres très supérieurs sont quasiment jamais en retraite, ou alors ils sont bons à flinguer, c'est pour ça qu'on pas jamais au chômage, c'est pour ça qu'on les met, quand on les vire, c'était qu'ils étaient nuls. Bon, donc on a un système d'assurance chômage très généreux pour ceux qui n'ont aucun risque d'être au chômage, et très difficile à accéder pour ceux qui sont au contraire les plus menacés par le chômage, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à obtenir les 4 mois minimum d'indemnisation au cours des 26 derniers mois pour se faire indemniser par le chômage durant 4 mois. Point sûr.
Après, il leur faut de nouveau 6 mois de cotisation pour être indemnisés une deuxième fois. Bien, ces jeunes-là, je dis des jeunes, les chômeurs en général, qui ne sont pas indemnisés, s'il fallait que l'assurance chômage les prenne en charge, il faudrait que les cotisations prélevées sur les salariés d'une part et payées par le patronat d'autre part augmentent de 2 à 3 points chacun. Ni le patronat ni les syndicats n'en veulent. Parce que ce serait, ils disent, ce qui est à la charge de la société reviendrait à faire payer par les salariés aujourd'hui en activité, la charge du chômage de ceux qui cherchent à devenir salariés et qui ne parviennent pas à trouver du boulot. C'est pas normal, c'est une charge de la société, sous-entendu de l'État, c'est pas la charge des partenaires sociaux. Résultat, les syndicats ne veulent pas s'occuper des chômeurs pour des raisons toutes bêtes, c'est que en partageant la charge des chômeurs avec les salariés, ça fait baisser le niveau de vie des salariés du fait qu'il y aura besoin de cotisations supplémentaires dans l'assurance chômage ou pour les droits à formation. Donc ils renvoient ça sur l'État et puis l'État dit on veut bien payer les fins de droit mais à condition que ce ne soit pas plus de 450 € par mois et à condition que ça ne dure pas plus de 5 ans. Voilà, donc on en est là et on a un système d'assurance chômage pourri. Au Danemark, on est indemnisé dès le premier jour de chômage et ça peut durer 5 ans sans avoir cotisé un seul jour. Simplement, il y a une solidarité qui est une solidarité bien plus large. Voilà, bon, je n'insiste pas. Donc, je ne mets pas la faute sur les syndicats. Je dis, on se renvoie tous la balle, personne ne veut payer pour les chômeurs parce que c'est quand même très lourd. Indemniser le 1,5 million de chômeurs qui aujourd'hui ne sont pas indemnisés à un tarif qui serait vivable, de l'ordre de 800 à 1 000 € par mois, vous faites le calcul, personne ne veut payer ça. Donc, personne ne s'en occupe. Alors, c'est dramatique, chacun se débrouille dans son petit coin, c'est les familles qui récupèrent la charge, et quand elles n'en ont pas les moyens, eh ben, elles disent aux jeunes chômeurs, ben, tu te débrouilles, hein, nous, on t'a entretenu jusqu'à 18 ans, maintenant c'est ton tour de te débrouiller. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Sur bonheur et diplôme, c'est pas la même chose, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir eu toujours, tout au long de ma vie, un métier qui m'a tellement plu que je ne faisais pas les différences entre le métier et l'amusement. Bon, c'est une exception, mais c'est une exception suffisamment rare pour qu'il ne faut pas se faire de fausses idées. Quand on va au boulot, c'est plutôt par contrainte, même s'il y a des avantages, que par plaisir, même s'il y en a qui y vont par plaisir aussi. Donc, voilà. Mais ceci étant, on retrouve l'idée que le travail manuel n'est pas forcément dégradant, qu'au contraire, ça peut être une source de plaisir. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est de se dire, je ne vais pas tomber dans le trou. Pourquoi il y a tellement de gens qui font des études? Parce qu'ils prennent faire de fausses idées. Quand on va au boulot, c'est plutôt par contrainte, même s'il y a des avantages, que par plaisir. Même s'il y en a qui y vont par plaisir aussi. Donc, voilà. Mais ceci étant, on retrouve l'idée que le travail manuel n'est pas forcément dégradant, qu'au contraire, ça peut être une source de plaisir. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est de se dire, je ne vais pas tomber dans le trou. Pourquoi il y a tellement de gens qui font des études? Parce qu'ils prennent ça pour une garantie anti-chômage, une espèce d'assurance contre le chômage. Ben non, malheureusement, on est dans une société où le précariat s'est quand même beaucoup développé depuis une trentaine d'années. D'accord. Donc je termine, un BTS vaut parfois mieux qu'un master, et un master vaut sans doute beaucoup mieux que 2 masters, et a fortiori 3. Alors, sur Louis Chauvel et les articles que j'ai écrits il y a longtemps, ça, écoutez, vous avez meilleure mémoire que moi, mais je vous conseille, j'ai écrit un nouvel article sur le déclassement où je soutiens la thèse qu'il ne faut pas confondre le destin d'une génération entendue au nom de classe d'âge avec un déclassement. Il y a déclassement des jeunes, incontestablement. Incontestablement, les jeunes d'aujourd'hui, plus diplômés que ceux d'il y a 20 ans, rentrent sur le marché du travail bien plus difficilement et avec de moins bons salaires qu'il y a 20 ans. C'est incontestable. Mais ces jeunes, au fur et à mesure qu'ils vont prendre de l'âge,
qui vont s'installer dans un métier, qui vont se faire leur trou, et la grande majorité y parviennent. En gros, 95% des jeunes arrivent à s'insérer dans la société de façon durable, même si c'est pour des postes modestes. Eh bien, ils rattrapent ensuite, ce qu'on constate, c'est que ces jeunes, dans le cours de leur carrière ultérieure, rattrapent le creux initial assez rapidement. Rares sont les gens qui maintiennent le handicap tout au long de leur carrière. Si bien que le déclassement, ce qu'on appelle le déclassement, c'est-à-dire l'idée qu'une génération vivrait toute sa vie avec un niveau moindre, par exemple, que celui de ses parents, est une idée fausse. C'est faux. On n'a pas vu encore, quand on regarde les statistiques de très près, on n'a pas vu encore à l'intérieur d'une génération, quelque groupe social que ce soit, connaître une situation moins bonne que celle de la génération qui l'a précédée, qui occupait la même position sociale. Il y a au contraire une poursuite atténuée d'une amélioration, mais une poursuite dans la grande majorité des cas, et dans le pire des cas, il y a une stagnation d'une génération sur l'autre. Donc l'idée qu'il y ait déclassement générationnel me paraît être une fausse idée. Et Louis Chauvel, qui défend cette idée que les jeunes ont été les jeunes sacrifiés, me paraît être complètement à côté de la plaque. J'ai écrit quantité d'articles là-dessus. Je ne suis pas absolument certain d'avoir raison, mais tous les chiffres que je vois m'incitent à penser que c'est plutôt Louis Chauvel qui a tort que moi. Mais je peux me tromper. Hein, on verra quand... C'est un peu comme le nombre d'enfants qu'une femme met au monde, c'est que lorsqu'elle atteint les 45 ans qu'on peut être certain qu'elle ne mettra plus au monde d'enfants et qu'on peut dresser le tableau. Donc il faudrait attendre que les générations qu'on étudie aient 60 ans pour être sûr qu'elles ne sont pas déclassées par rapport aux générations antérieures. Sauf pour les retraités. Pardon? Sauf pour les retraités. Pour les retraités futurs, parce que pour l'instant ce n'est pas encore le cas. J'ai bien dit futurs. D'accord. Pour l'instant, les retraités actuels continuent à avoir des retraites plus élevées parce qu'ils ont des carrières plus longues que ceux qui les ont précédés. Mais comme, au fur et à mesure qu'ils resteront retraités, et on leur souhaite, je me souhaite, de vivre retraité aussi longtemps que possible, eh bien, ma retraite ne sera revalorisée qu'au rythme de l'inflation et non pas au rythme de la hausse du pouvoir d'achat des actifs. Donc, je vais perdre du pouvoir d'achat des actifs par rapport, par exemple, aux gens qui ont eu une carrière, qui ont encore aujourd'hui une carrière professionnelle analogue à celle que j'aurais pu avoir. Les réformes ne sont pas encore, pour l'instant, les réformes ne sont pas encore faites. Elles dépendront pour partie du rapport de force qui va s'établir. Ne vendons pas la peau de l'ours avant qu'il ait été tué. Je ne pense pas que la retraite à 62 ans soit encore actée. Je ne souhaite pas qu'elle le soit. Oui, mais pour l'instant, les réformes se sont traduites par une neutralité et dans un certain nombre de cas, plutôt par une amélioration. Par exemple, les retraités de la SNCF tirent profit de la réforme de 2003, alors que tout le monde pensait qu'ils allaient... Oui. Mais la réforme de 2003, du fait de la décote, c'est plus compliqué que ça. Bon, la surcote, enfin bon, voilà, on m'a demandé de conclure, je conclus. Nous avons du boulot à faire et je vous invite très fortement à lire le dernier numéro d'Alternatives économiques qui est là. Voilà, donc merci. Merci à tous les sujet aussi important. On remercie les organisateurs d'Amérique pour la mise à disposition de la salle, tous les bénévoles des trois associations qui ont veillé à l'organisation de cette soirée. Merci à vous tous et toutes d'être venus. On aura d'autres rendez-vous pour d'autres cafés citoyens. Merci, bonne soirée et à bientôt.